Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc pouvoir commencer. Alors aujourd'hui, comme prévu, nous avons de nouveau un exposé, hein, et puis ce sera le cas à toutes les séances, pour toutes les séances de ce semestre. Elles seront organisées autour d'exposés. Vous avez pu constater d'ailleurs, enfin lire le programme sur le site du cours. Alors l'exposé d'aujourd'hui est celui de Xiaoxi Wang, donc qui apparaît là. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté de faire votre exposé aujourd'hui, de l'avoir déplacé. Oui, je suis désolé, hein, j'avais lundi une impossibilité et donc je vous remercie d'avoir accepté le déplacement de ce cours. Alors, est-ce que vous savez faire le partage d'écran sur Zoom? Oui. Très bien. Alors, donc, je vais vous laisser la parole. Voilà, parfait. Donc, voilà. Donc, l'exposé sera consacré à la fois à la question du symbolisme phonétique, donc prendra la suite de l'exposé de Sabrina Raab de la semaine dernière. Mais j'ai demandé, et je la remercie beaucoup encore une fois d'avoir accepté, d'insister dans son exposé sur la méthodologie, et en particulier donc sur, vous le voyez, sur la méthodologie statistique. Comment peut-on utiliser les statistiques pour argumenter la présence de symbolisme phonétique dans certaines structures, dans certains discours ou pour certaines unités lexicales. Donc, c'est cela que Xiaoxi Wang va nous expliquer. Et donc, je vous laisse la parole et ensuite, comme d'habitude, donc on prendra un temps pour les questions. Voilà, donc c'est à vous. Merci à Monsieur Monneray qui m'a donné cette opportunité de partager mon expérience statistique avec vous. Et bonjour toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode statistique qui peut être appliquée pour l'étude du symbolisme phonétique. Et juste un mot pour rappeler la définition du symbolisme phonétique. Selon le dictionnaire de linguistique de Larousse, le symbolisme phonétique, c'est un phénomène linguistique qui consiste à un rapport motivé entre le son et le sens. Cette théorie de l'origine naturelle du langage s'oppose à la théorie à l'origine conventionnelle des langues naturelles. Et cette relation est saisible dans les onomatopées et les mots expressifs. Par exemple, les cocorico et miauler. Et cette hypothèse s'est vérifiée par exemple dans le rapport qui existe entre la voyelle i et les petits objets et les consonnes occlusives et la figure oculaire. Et nous entamerons cette discussion par les enjeux de la méthode statistique. Ensuite, je vous propose de prolonger la réflexion sur la constitution et le traitement de corpus, ce qui nous emmènera enfin à analyser les données par le logiciel SPSS. Certains d'entre vous peuvent s'intéresser à effectuer une recherche quantitative comme moi. Peut-être vous êtes déjà expert en statistique et en informatique. Si vous repérez des fautes dans le texte ou vous avez des questions par rapport à ma présentation, vous pouvez noter la page en bas à droite et nous pourrons discuter après. Je vais commencer par une comparaison entre une recherche quantitative et une recherche qualitative. La recherche quantitative se concentre sur la vérification des théories et des hypothèses. Alors, la recherche qualitative se concentre sur l'exploration d'idées et l'élaboration d'une théorie ou d'une hypothèse. Et pour la recherche quantitative, c'est une analyse effectuée par des méthodes mathématiques et statistiques. Le résultat est présenté principalement sous forme de chiffres, de graphies et des tableaux. Et par contre, la recherche qualitative, c'est une analyse en résumant, classant et expliquant. Le résultat est principalement exprimé en mots.
Pour la recherche quantitative, il nécessite de nombreux répondants. Quant à la recherche qualitative, il nécessite moins de personnes à interroger. Nous utilisons souvent des questions fermées et à choix multiples dans des recherches quantitatives, mais des questions ouvertes pour une recherche qualitative. On peut utiliser 4 mots-clés pour décrire une recherche quantitative. Il s'agit de test, mesure, objectivité et reproductibilité. Pardon, vous pouvez revenir sur la diapositive d'avant? Voilà, c'est intéressant cette comparaison entre la perspective quantitative et qualitative. C'est pour cette raison que je me permets de vous interrompre là et d'insister sur ce point. Donc, votre mise en parallèle est très juste, hein, et il faut en effet avoir à l'esprit que ces deux méthodes existent, ces deux perspectives dans la recherche existent. L'une est plutôt du côté effectivement des mathématiques, l'autre plutôt, on pourrait dire, de l'herméneutique, de l'interprétation, etc. Alors, un détail, le mot de répondant que vous utilisez ici, n'est peut-être pas tout à fait adéquat. Je comprends ce que vous voulez dire, hein. Vous voulez dire qu'il faut beaucoup de sujets pour les expériences. Il faut qu'il y ait que les expériences ou disons, les tests aient été effectués par un grand nombre de personnes, hein. C'est dans ce sens-là, hein, que vous utilisez répondant. Donc, je pense en français, il faudrait trouver autre chose que répondant, mais on comprend bien l'idée, hein. On peut se contenter, par exemple, pour une recherche qualitative, d'un petit test ou d'une enquête avec une vingtaine de personnes, dans la mesure où on veut juste, disons, vérifier un point par une approximation, hein. Je veux dire qu'un test fait ou une enquête, un questionnaire fait auprès de 20 personnes, ce sera juste une indication. Ça n'aura absolument aucune valeur scientifique. Donc, pour qu'on ait une valeur scientifique au résultat, pour que le résultat ait une valeur scientifique, il faut évidemment beaucoup plus de sujets, beaucoup plus de réponses. Et ça, ça fait déjà partie, le fait de savoir combien il faut de réponses, ça fait déjà partie de la méthode statistique qui va être expliquée. L'opposition entre questions fermées et questions ouvertes, oui, c'est vrai qu'on va plutôt dans les questions fermées du côté quantitatif et plutôt vers les questions ouvertes du côté qualitatif, mais là, l'opposition n'est pas radicale, hein. On peut très bien avoir, pour une recherche qualitative, également des questions fermées, hein. En revanche, effectivement, on n'aura pas des questions ouvertes, pas du tout, pour une recherche quantitative. Donc, il aurait peut-être ici, dans le petit tableau, été préférable de dire pour le côté recherche quantitative, pas de questions ouvertes. Côté qualitatif, possibilité de questions ouvertes. Vous voyez, ça aurait été peut-être plus explicite. Voilà, c'était un petit complément que je voulais apporter. Merci, je vous redonne la parole. Merci. Et si vous avez toujours des questions, vous pouvez m'interrompre, mes camarades et professeurs. Et en ce qui concerne l'étude du symbolisme phonétique, on peut utiliser une analyse quantitative pour explorer la correspondance entre le son et le sens. Sur cette image, vous pouvez voir, il y a déjà des chercheurs qui ont produit des tests d'appariement, soit entre le son et la forme. Ici, c'est le son et ici, c'est la forme, comme présenté à gauche, soit entre les langues différentes. Par exemple, ici, c'est une analyse effectuée par Lapola, publiée en 2006. Il a exposé une langue anglaise et une langue chinoise pour les participants. Pour les participants, anglais, c'est une langue native. Mais par contre, pour le chinois, ils n'ont pas en contact avec cette langue. Donc, ils ne connaissent pas du tout cette langue. On dit c'est une langue infamilière. Et ils ne connaissent pas du tout.
On peut aussi contrôler un corpus avec des milliers de données et essayer de trouver l'association entre le son et les caractéristiques du référent qu'il renvoie. Ici, c'est mon exemple, c'est mon corpus. Je vais ensuite expliquer la méthode statistique par mon propre exemple. Mais il est quand même possible de compter manuellement les réponses dans les tests d'appareillement tels qu'on vient de présenter, c'est ici. Mais il semble impossible de traiter le corpus ici présent de la même manière. Donc, nous devons procéder à une analyse statistique à l'aide d'outils logiciels. Python est pratique pour collecter et compter les données et SPSS sert à analyser la corrélation entre différents types de variables. Il y a des alternatives. Vous pouvez utiliser SAS, Stata ou R, etc. Et à la fin, ici, RStudio ou bien, on peut dire, sert à créer des représentations visuelles. SPSS peut aussi capable de le faire, il est aussi pratique, mais moins créatif. Vous pouvez voir, vous pouvez comparer les images. C'est-à-dire dans SPSS, vous pouvez obtenir des figures, des diagrammes, etc. Mais vous ne pouvez modifier qu'un seul morceau du style du schéma. Par contre, avec R, vous pouvez choisir la couleur, l'espace, la position du titre comme vous voulez. Les outils, je dois dire, ne sont pas les plus importants. Si vous voulez le recueil de données et la graphie, vous pouvez le faire avec Excel. Il est plus compétent que nous pouvons imaginer. Mais pourquoi introduire d'autres outils? C'est parce que nous pouvons choisir ce qui est le plus efficace. Vous pouvez hésiter lorsque vous ne familiarisez pas avec ces logiciels. Mais une fois que vous les maîtrisez bien, vous allez savoir ce qui est votre préféré. Laissez le logiciel à côté pour le moment et nous allons voir les 3 étapes pour concevoir une analyse quantitative portant sur le symbolisme phonétique. Je vais prendre un exemple de ma propre recherche. Tout d'abord, je dois poser une hypothèse. Le symbolisme phonétique existe en mandarin. Est-ce que c'est vrai ou faux? Il s'agit d'une hypothèse générale. Ensuite, nous allons voir comment je vais constituer un corpus approprié pour tester cette hypothèse. Inspiré par des recherches sur les Pokémon, c'est ici, j'ai choisi les noms des personnages en mandarin du jeu vidéo League of Legends. Notre hypothèse est de tester la correspondance entre le son chinois et le sens. À l'écart de ce corpus, le son consiste au nom propre des personnages, plus spécifiquement la distribution de phonèmes dans le nom propre. De l'autre côté, le sens en association avec le son, c'est le caractéristique du personnage. Par exemple, ici, on peut voir le genre, le point de vie et la vitesse d'attaque, le degré d'armure ou bien la résistance magique. J'ai noté tous les noms propres et les caractéristiques des personnages que je peux consulter en ligne. C'est comme ça. Il y a au total 141 noms. C'est mon corpus fondamental. Et j'ai des données sous les yeux. Donc, mon hypothèse initiale peut se concrétiser en 2 hypothèses spécifiques. Je peux tester si le son est associé avec le genre et si le son est associé avec la valeur de compétence. Pardon. Ici, par exemple, je vais tester le DK DADAC. C'est abréviation comme DA. Nous avons le corpus fondamental. Maintenant, nous allons décrire notre corpus. Il s'agit d'une description de données. Du point de vue phonétique, il vaut mieux noter les noms propres avec alphabet phonétique international. À gauche, je présente le bilan du système phonétique mandarin.
Et à droite, je présente les exemples tirés du corpus. Sur le tableau à droite, vous pouvez voir, même si les consonnes zhi, ch et j existent en mandarin, mais dans le corpus, on ne trouve pas. Les notations en API sont ensuite ajoutées au corpus fondamental, encadré en rouge. Et dans cette étape, il faut aussi compter et noter la quantité de chaque phonème. C'est comme ça. Ou bien vous pouvez noter les catégories de phonèmes ou d'autres unités linguistiques que vous vous intéressez. Ça peut varier selon les langues. Par exemple, ici en chinois, on peut tester le ton. Nous avons maintenant un corpus fondamental avec description phonétique. Nous allons ensuite regarder d'abord la première hypothèse. Hypothèse entre l'emploi du phonème et le genre du personnage. Ici, nous devons décrire la variable genre. Avec un schéma, nous voyons qu'il y a des personnages masculins, féminins et monstres. Bien sûr, il y a des groupes de personnages combinés avec deux héros, un féminin plus un masculin. Mais la majorité des personnages sont des hommes et des femmes. Ce sont les genres opposés. Donc, nous allons tester la relation entre la distribution des phonèmes et le genre masculin et féminin. Ici, nous allons ensuite traiter les données. Pourquoi traiter? Parce que une fois qu'on collecte des données fondamentales, il y a des uns et des autres qui ne sont pas appropriés, qui ne s'adaptent pas à notre but d'analyse. Ici, on doit supprimer les données exceptionnelles. Je dis données exceptionnelles, c'est parce que parmi les 141 données, il n'y a que ces 4 qui sont composées avec plus de 4 syllabes. C'est les exceptionnels. Du point de vue statistique, on peut les supprimer. Et ensuite, il y a des données qu'on peut modifier parce que ici, on prend un exemple. Cet caractère intitulé Docteur Monto, mais pour nous, docteur ou bien Yichon en mandarin, ce sont des morphèmes, ça porte déjà des sens. Dans ce cas-là, ce qui nous intéresse est seulement le nom propre Monto. Dans ce cas-là, on peut supprimer docteur ou bien la 4e génération en gardant tout simplement le nom Monto et Jarvin. Et comme notre analyse porte sur le genre masculin et féminin, les monstres ou bien les combinaisons des genres sont des minorités. On peut aussi les supprimer. Ici, ce sont les non supprimés. Le corpus nous revient à 131. C'est les données qu'on va analyser avec le logiciel. On peut faire un bilan pour les données avec les noms qui renvoient les personnages masculins et féminins. Et maintenant, nous allons traiter l'association entre le phonème N et le genre. On peut voir pour les masculins avec des noms contenant N, il y en a 23, et pour le féminin, il y en a 24. Et au total, c'est 131. Mais avec ce tableau, on ne peut pas dire s'il y a une corrélation entre le genre et l'emploi du phonème N. Donc, nous allons ensuite tester avec une test qui s'appelle Ki2.
Mais pourquoi on utilise qui2? On peut regarder tout d'abord ici les variables. La première variable, on peut dire c'est une variable indépendante, c'est-à-dire c'est le facteur qu'on va analyser ici. Pourquoi c'est une variable nominale? Parce qu'on ne peut pas compter et on ne peut pas les numéroter. Ce qu'on doit faire, on peut savoir sur cette variable, c'est juste une qualité. Donc, c'est une variable nominale. Pareil pour le genre, il y a masculin et féminin. Rappelons notre hypothèse, c'est qu'il existe une association entre l'emploi du phonème et le genre du personnage. Pour effectuer le qui2, il faut poser une hypothèse nulle, c'est-à-dire absent. Il n'y a pas d'association entre l'emploi du phonème et le genre du personnage. Avec qui2, on va savoir si les différences observées sont dues au hasard ou bien sont les signes d'un lien réel entre le genre et le phonème N. Maintenant, c'est une surface du logiciel SPSS. Vous pouvez télécharger gratuitement sur le site. Il y a principalement deux fenêtres. Dans la première fenêtre, c'est une présentation des données. Nous pouvons voir ce qu'on a collecté. Et sur l'autre fenêtre, vous pouvez voir ce sont les descriptions de nos variables. Par exemple, ici, le genre et ici, le n. On peut regarder, c'est une variable nominale. Et pour genre, c'est aussi une variable nominale. Mais bien sûr, ici, vous pouvez modifier la qualité, vous pouvez modifier la mesure de cette variable. Pour genre, c'est bien sûr nominal, donc on n'a pas besoin de le changer. Et ici, c'est une étape qu'on peut transcrire les chiffres en ce qu'on va présenter dans le tableau. C'est-à-dire, pour le genre, dans le corpus fondamental, on a noté homme et femme, ou bien masculin et féminin. Mais le logiciel SPSS, il ne lit pas les lettres. Donc, on doit le transcrire avec chiffres. Pour un, j'écris. Euh, pardon, excusez-moi. Désolée. Pour un, je peux noter c'est masculin et pour deux, c'est féminin. En fait, cette étape n'est pas nécessaire, c'est pas très important, c'est-à-dire ça va donner une influence sur le résultat, sur la présentation de résultat. Mais si vous connaissez bien, 1 égale masculin et 2 égale féminin, il n'y aura pas de différence. Et une fois on a bien préparé les données, on peut procéder à une analyse. Pour l'association entre le son et le genre, on doit choisir analyse ici, et puis statistique descriptive, et puis on va choisir tableau croisé, c'est-à-dire qui2. Et une nouvelle fenêtre va sauter. Ici, on doit choisir genre et le 1, c'est notre but. Une fois on a cliqué sur genre et n, et il va sauter dans cette colonne. Pour les lignes, normalement, on va choisir les variables expressives, mais pour les colonnes, on va choisir le but de notre analyse. Et à droite, vous pouvez cliquer sur exact. Ici, vous pouvez choisir exact avec une durée limite par test, c'est-à-dire
peut-être vos données sont complexes et l'ordinateur va prendre du temps pour obtenir les résultats que vous voulez. Donc, vous pouvez juste mettre une limite dedans. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton statistique et vous cochez Kikahi et Phi et V de grammaire. Le plus important, c'est de choisir ce formula. Et ici, le V de grammaire, c'est juste une chiffre de statistique pour mieux expliquer le kit carré. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur cellules. Vous allez voir, il y a plusieurs possibilités. C'est selon vous, selon vos besoins. Vous pouvez choisir ce qui vous intéresse. Et une fois tout c'est bien mis, on va cliquer sur OK. Et ça va sauter les résultats. Tout d'abord, on peut regarder en haut, c'est un tableau croisé entre la variable n et genre. Tout à l'heure, on a choisi de présenter la proportion de masculin en colonne. Donc, on peut voir ici et ici. Celui-ci c'est selon vos besoins. Si vous voulez justifier votre résultat du Kikae après, vous pouvez se servir de ce tableau. Mais normalement, ce qui nous intéresse le plus, c'est ici, c'est le test du Kikare. Tout d'abord, on doit voir la légende A. Ici, il est marqué l'effectif théorique minimum est de 16. Donc, ça, c'est plus grand que 5. Dans ce cas-là, on peut se référer au résultat du premier rang. Donc, c'est Kikae de Pearson. Ici, on a marqué une chiffre de 0,007. C'est moins de 1, 0, c'est inférieur à 0,01. Donc, on peut rejeter l'hypothèse nulle au seuil de 99%. Moins de 1% de chance de se tromper en concluant un lien statistiquement significatif. C'est-à-dire, on peut conclure qu'il existe une association entre l'emploi du phonème N et le genre du personnage. Oui, jusqu'ici, c'est le premier exemple que je vais vous montrer avec une analyse qui 2. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que j'ai des points mal exprimés? Alors, oui, une petite question peut-être mais peut-être que vous allez nous l'expliquer après, sur le choix de N. En fait, ce que vous voulez nous dire, c'est que vous avez testé les phonèmes les uns après les autres et à chaque fois, vous avez regardé le qui d'eux. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, vous avez fabriqué au départ votre tableau avec simplement un tableur Excel? Oui, c'est ça. C'est ça. Et ensuite, vous chargez le tableur Excel dans le logiciel SPSS, oui. CSS. D'accord, d'accord. Et donc, une fois que vous avez rempli votre tableau Excel avec à chaque fois dans quel mot il y a tel phonème ou telle caractéristique, etc., vous testez chacune des variables l'une après l'autre. Oui, OK. oui, c'est ça. Et j'ai choisi N, c'est parce que après mon analyse, je trouve que le N montre une corrélation significative avec le genre. C'est pour ça que je Mhm. vous présente. Et donc ici, on peut voir le résultat significatif. C'est
le chiffre le plus important ici, inférieur à 5%. Ça signifie que l'association est significative. D'accord. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions à les poser. Sinon, je vais passer à mon deuxième exemple. C'est une hypothèse entre l'association entre l'emploi du phonème et la compétence du personnage. C'est comme tout à l'heure, j'ai testé tous les phonèmes et toutes les catégories de phonèmes l'un par l'autre. Mais ici, je vous montre, c'est juste un phonème, toujours le phonème N, qui manifeste une association significative. Cette fois, c'est la valeur de compétence qui nous intéresse. Tout à l'heure, on a parlé, le genre, c'est une variable nominale. Mais ici, pour la valeur, c'est plutôt une variable quantitative. C'est-à-dire, on peut compter, c'est une variable échelle. Dans une description, on peut tester tout d'abord la normalité, la distribution, si la distribution est normale. C'est un autre test qui s'appelle KS, avec le chiffre, avec la p-valeur inférieure à 5%, c'est-à-dire il n'est pas normalement distribué. Et comme tout à l'heure, on doit toujours supprimer les 4 mots, les 4 noms propres qui sont exceptionnels. Ce sont les minorités des noms avec plus de 4 syllabes. Normalement, dans mon corpus, les noms se composent de 3 ou 4, voire 1 syllabe. Là, c'est normal. Mais pour ça, c'est pas normal. Donc, je vais le supprimer. Et toujours, il faut modifier les données avec des morphèmes. Ah, pardon, ici j'ai mis une erreur. Ça doit être 141 moins 7. Donc ça fait 134 données au total pour entrer dans une analyse ANOVA. Ici, je vais présenter pourquoi on va utiliser une analyse ANOVA. Tout d'abord, ANOVA, c'est une abréviation du terme anglais Analysis of Variance. En français, c'est analyse de variance. Ça s'applique normalement dans une analyse avec une variable ordinale et une variable échelle. Pour notre exemple ici, la variable indépendante est toujours la fréquence de n. C'est une variable ordinale. Une variable ordinale, c'est-à-dire on peut les compter 1, 2, 3. Et aussi, il y a des différences selon les ordres. C'est pas comme le genre masculin et féminin, il n'y a pas d'ordre, mais pour la fréquence, il y a d'ordre. Et pour une autre variable, c'est variable dépendante. Je prends l'exemple des cas d'attaque. Toujours, on doit poser une hypothèse nulle. Il n'y a pas d'association entre l'emploi du phonème et la compétence du personnage. À la fin, si le résultat s'avère que la p-valeur est supérieure à 5%, c'est-à-dire on ne peut pas nier l'hypothèse nulle. Toujours, il y a une vue de données. Avec ça, vous pouvez voir si les données sont bien enregistrées. Et il y a des fenêtres pour voir les variables. Pour ici, le n, il n'a plus il n'a plus un nominal.
un nominal, ça devient ordinal. Donc, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez choisir ordinal. Mais pour la valeur de compétence des DataDAC, vous pouvez choisir la mesure comme échelle. Là, c'est plus important. Nous devons faire connaître à notre logiciel quelle est la mesure de chaque variable que nous allons étudier. Cette fois, on doit tout d'abord tester la normalité de la distribution de notre donnée. Nous allons cliquer sur Analyse statistique descriptive et cette fois, on va choisir Explorer. Et comme tout à l'heure, on peut cliquer sur les variables qu'on s'intéresse et comme ça, cliquer sur Tracer. Là, ici, c'est pour nous montrer des résultats sous forme de figure ou bien sous forme de statistiques. Vous cliquez sur OK et ça va sauter le résultat du test de normalité. Ici, le test, comme on a à peu près 131, 133, 134 données, on peut dire c'est un petit corpus. Il faut se référer aux statistiques du test Shapiro-Wilk. Comme ils sont la p-valeur, le SIG, c'est abréviation de significatif. Ça nous indique les valeurs, la p-valeur. Pardon. Comme ils sont inférieurs à 5%, c'est-à-dire ils ne sont pas normalement distribués. Ensuite, nous revenons à notre analyse ANOVA. Nous devons cliquer sur Analyse, comparer les moyennes. Parce que pour une analyse ANOVA, le principal est de comparer les moyennes de chaque groupe, de chaque modalité. Notre modalité est de la fréquence de n. Donc, on va cliquer sur ANOVA à un facteur. Nous cliquons sur le n et puis nous les définir comme facteur et puis choisir des DataDAC pour une variable dépendante. Toujours, on peut cliquer sur post-hoc, mais c'est une autre histoire où on peut parler après. Et les options. Là, c'est important. Il faut absolument choisir tout d'abord le test d'homogénéité de variance et puis le Welsh. Pourquoi les deux? Ça nous donne des explications et ça nous donne des critères plutôt pour choisir comment expliquer le résultat, le tableau de résultats qu'on va obtenir. Et puis cliquer sur OK. Et maintenant, nous avons des résultats, des fenêtres des résultats. Regardons tout d'abord le test d'homogénéité de variance. Ici, la p-valeurs sont supérieures à 0,05. On peut conclure donc à l'égalité des variances, c'est-à-dire il n'y a pas de grande différence d'écart entre les groupes. Dans ce cas-là, on peut utiliser le test d'ANOVA. Là, c'est le plus important, le résultat d'une analyse ANOVA. On peut regarder ici, la p-valeur est 0,013. C'est inférieur à 5%. Donc, toujours, on peut rejeter l'hypothèse nulle au seuil de 4
95%. On peut conclure qu'il existe une association entre l'emploi du phonème N et la compétence du personnage. Et voilà, c'est mon présentation pour une analyse d'ANOVA. Et enfin, je vous présente deux schémas. Là, ça vient d'un livre de ces deux auteurs. Je vais expliquer, je vais présenter après la référence. Vous pouvez voir pour une analyse qui est deux, si on effectuait le processus complet, il y a ces étapes comme ça, mais pour nous, dans ma présentation, j'ai choisi les principales. C'est ce que je fais avec des cercles rouges. Avec ça, vous pouvez quand même déjà avoir résultat significatif. Mais pour les autres étapes, par exemple, étape 3, analyse descriptive du tableau croisé, c'est des complémentaires. Ça peut rendre plus précis vos résultats. C'est pareil pour le schéma à droite. C'est un processus complet pour ANOVA. Ce que je choisis, c'est trois modalités parce que modalité, c'est-à-dire il y a trois niveaux de degrés pour cette variable. Dans mon exemple, la fréquence de phonème N, il y en a trois modalités, c'est-à-dire fréquence 0, fréquence 1 et fréquence 2. Donc, j'ai choisi je passe dans cette ligne et je peux avoir un résultat significatif. Mais comme tout à l'heure, je présente, on pouvait continuer avec une analyse post-hoc, c'est-à-dire on peut comparer entre les moyennes de chaque groupe, mais c'est aussi comme un élément complémentaire, c'est pas le plus important. Et voilà. Ce sont mes références. Je vous conseille vivement de regarder un petit peu le livre Métastatistique pour les sciences sociales. C'est aussi M. Monnet qui m'a recommandé. Je l'ai vu, ce sont les notions assez fondamentales, assez basiques. C'est pas difficile à lire, mais comme statistique, il y a toujours des termes selon les langues. Vous pouvez référer des ouvrages dans votre langue native. Ça peut être rendre la lecture plus facile. Et puis, on peut regarder les œuvres, les ouvrages en anglais et en français. Et à finir un rapport en anglais ou français. Voilà. Merci pour votre attention. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Très claire, malgré quand même la relative complexité de la chose. Hein, disons, ces méthodes sont très utiles, mais elles supposent quand même de se familiariser avec tous ces calculs. Bon, ensuite, quand on maîtrise bien le logiciel, je suppose que la chose est relativement facile. Ce sont comme toujours les débuts qui sont difficiles. Dans votre cas, vous avez appris par vous-même à vous servir du logiciel ou est-ce que vous avez eu l'aide je sais pas, de quelqu'un, d'un camarade, d'un professeur ou est-ce que c'est possible de se débrouiller vraiment tout seul? Je dis ça pour les étudiantes ou les étudiants qui voudraient se servir de cet outil, mais qui doivent se débrouiller seuls. Oui, on peut essayer de se débrouiller seul. Moi, personnellement, je suivi une cours en ligne et ça vient d'un site chinois. Donc, le professeur enseigne les statistiques en chinois. Ça rend plus facile à comprendre. Et après, j'ai demandé à Monsieur Mondray si ils peuvent me conseiller un livre en français parce que je dois quand même
transcrire mon rapport en français pour finaliser ma thèse. Mais quand même, si vous avez aussi des camarades qui sont en train d'apprendre les méthodes statistiques, vous pouvez discuter. Moi aussi, j'ai une autre camarade qui fait cette thèse. Nous avons fait des progrès en tous ensemble. Oui, alors merci. Donc le problème, c'est que bon, moi-même, je ne maîtrise pas du tout ces notions et j'ai demandé conseil à un de mes collègues qui est à l'UFR de sociologie et d'informatique pour cette dimension statistique, puisqu'il y a un enseignement de statistique dans cette UFR. Et c'est lui qui donc nous a conseillé ce manuel. Et d'ailleurs, l'année prochaine, mais bon, pour vous c'est un peu dommage, mais l'année prochaine, il va nous proposer une séance de 2 heures d'explication, donc un petit cours en résumé pour l'utilisation des méthodes statistiques, un petit peu comme ce que vous avez fait, mais peut-être, je ne sais pas, peut-être un petit peu d'une autre façon. Mais enfin, vous avez quand même réussi à nous montrer un peu l'essentiel, même si c'était, enfin, je veux dire, la bonne compréhension de ce que vous avez expliqué suppose quand même la connaissance de certaines notions statistiques. Vous n'avez pas pu tout expliquer dans le détail, forcément. Mais enfin, voilà, on a quand même l'impression que l'outil disons, est accessible, quoi. Même si ça suppose un peu de travail, ça reste accessible. Alors, je vais laisser d'abord la parole pour les questions sur l'aspect strictement méthodologique, donc sur ces statistiques. Est-ce que vous avez des précisions à demander à Xiaoxi Wang? Et ensuite, je vous redonnerai la parole pour que vous nous parliez un petit peu de vos résultats plus généraux sur le symbolisme phonétique dans votre corpus. Hein. Même si vous n'avez pas prévu ça dans votre diaporama, vous pouvez nous en parler un petit peu, puisque là, vous nous avez parlé du N et du rôle du N, mais voilà, est-ce que ça se limite à ça? Est-ce qu'il y a d'autres cas? Enfin, voilà. Donc d'abord, est-ce que vous avez des remarques, des questions sur l'aspect méthodologie? Non? Très bien. Alors, dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez donc nous dire un peu, globalement, puisque là, vous avez presque fini votre thèse, hein, à quoi vous aboutissez comme résultat dans votre étude du symbolisme phonétique? Donc, vous l'avez dit très rapidement, vous avez utilisé League of Legends en vous inspirant de travaux qui avaient été faits sur les Pokémon. Alors, ça peut paraître un peu surprenant pour les autres, mais je vous confirme qu'en effet, il y a eu, il y a quelques années, un grand colloque au Japon de linguistes, un colloque international de linguistes sur les propriétés des noms des Pokémon. Alors, bon, ça a l'air d'être une plaisanterie, mais ça n'est pas le cas, c'est vraiment sérieux. Et donc, hein, vous vous êtes inspiré de cela. Oui, je vais présenter mon résultat global, c'est ça? Oui, Ok. oui, allez-y. Ok. Moi, je travaille sur trois corpus. Un, c'est League of Legends. D'autres, c'est sur les marques commerciales chinoises. Et le troisième, c'est sur les comptes d'enfants pour les comptes enfants chinois, les comptes d'enfants chinois. Et globalement, je trouve que les consonnes manifestent une corrélation plus directe avec le sens par rapport à voyelle, ce qui est différent de ce qu'on a trouvé dans les recherches précédentes. Normalement, je trouve que les consonnes occlusives en mandarin il manifeste une forte corrélation avec les caractéristiques du référent. Par exemple, quand on prononce les occlusifs p, t, que, et ça va donner une impression très forte avec beaucoup de force ou bien avec des sensations, des fortes sensations. Et ça va
en, ça souvent lié euh, à la violence ou bien à la forte compétence des véhicules ou bien à des caractères euh, féroces dans le conte pour enfants. Et par contre, pour les voyelles, il y a quand même des corrélations avec le sens. C'est plutôt les voyelles derrière, c'est-à-dire le ou et le a, qui montrent une corrélation avec euh, le féminin ou bien euh, la sensation tendre. C'est plus douce, c'est plus doux avec les voyelles derrière. Et pour le ton, il y a quand même aussi des relations, mais c'est pas aussi significatif que les consonnes et les voyelles. Je trouve que le ton O, c'est-à-dire le ton A, comme ça, là, c'est plus lié au caractère positif. Mhm. Quoi d'autre? Et il y a aussi une association entre la structure de combinaison syllabique avec le sens. Euh, oui, je crois que ça, c'est spécial pour le chinois parce qu'en français, la combinaison de syllabes, c'est, c'est assez strict, on peut dire. Justement dans les noms, c'est-à-dire on ne peut pas créer un nom avec n'importe quelle combinaison de syllabes. Mais en chinois, on peut créer des noms propres avec euh, n'importe quelle syllabe. Mhm. D'accord. Alors, merci, c'est tout à fait intéressant ces résultats et c'était intéressant que vous le partagiez avec d'autres puisqu'il y a beaucoup d'autres étudiants en master ou en doctorat qui travaillent aussi sur ces questions du symbolisme phonétique. Donc, ce résultat, le résultat majeur, finalement, c'est quand même celui qui concerne les occlusives et ce rapport entre l'idée de force, de violence, etc., qui est liée aux occlusives. Alors, c'est quelque chose qui avait déjà été remarqué chez Phonag. Hein, vous savez, cet auteur, Ivan Phonag, ça s'écrit Phonagie en français, mais ça se prononce Phonag. Euh, je suppose que vous l'avez consulté, hein, peut-être la vive voix, hein, le Oui. traité psychophonétique. Voilà. Donc, de mémoire, hein, il me semble bien que Phonag avait déjà remarqué cela, mais évidemment, c'est un point qui mériterait d'être approfondi et généralisé à beaucoup de langues, parce que, et donc votre thèse contribuera à cette idée, parce que, vous voyez, autant on a des résultats sur l'opposition IA, grandeur, petitesse, hein, ou loin, proche, etc. Ça, c'est un sujet classique et quelque chose qui est bien établi dans le symbolisme phonétique. Autant la question de l'association des occlusives avec une idée de force, de violence ou une idée apparentée, mais vous voyez que là, ça suppose, quand on dit une idée de force, de violence ou une idée apparentée, ça suppose toute une analyse sémantique sur qu'est-ce que ça veut dire violent, quels sont les mots, les significations, les idées qui renvoient à l'idée de force ou de violence. Et ça s'improvise pas, ça c'est vraiment une chose un petit peu problématique. Mais en tout cas, on voit que ça pourrait être intéressant à un moment donné de travailler sur le sens des occlusives. Qu'est-ce que ça, les occlusives dans les langues? Vous voyez, moi j'aimerais bien un jour pouvoir écrire, enfin publier un livre collectif sur les occlusives dans les langues du monde. Hein. Est-ce que dans toutes les langues du monde ça marche? Mais on a l'impression que ça marche assez bien, hein, un petit peu comme le maluma taqueté, le taqueté, hein, les occlusives dans taqueté, dans kiki, qui renvoient à la forme angulaire. Bon, ben, voyez, la notion de violence mise dans l'espace, c'est la différence entre un angle et quelque chose d'arrondi. Donc,
vous voyez, là, il y a ces systèmes d'équivalence assez complexes, très difficiles finalement à décrire, à anticiper, mais qui sont très intéressants parce qu'ils contribuent à vectoriser, si vous voulez, à organiser le sémantisme des langues, hein, et les relations conceptuelles peut-être aussi. Enfin, en tout cas, plutôt peut-être le sémantisme des langues. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, commentaires des uns ou des autres? Merci, je vois Nuket, oui, allez-y. Oui, bonjour et merci beaucoup pour l'exposé. Et moi, j'ai un point dans ma tête qui m'occupe depuis longtemps sur sur cette correspondance des occlusives, par exemple. Je vais dire en turc, il y a des accents dans le nord, dans le sud, dans différents endroits du pays. Et par exemple, tıkır, le mot qui est avec les T, K, R, disons, et ça va devenir D, G, R. Et vous Une voyez? sonorisation. On passe des occlusives sourdes à des occlusives sonores. Oui, C'est ça. et normalement, on explique que même la sourdesse ou sonorité, ça va influencer le sens. Je veux dire, on commence comme ça les mots pour dire c'est comme ça que ça exprime cette idée, etc. Et je me demande toujours comment on peut penser ça en pensant des différents accents dans différentes régions euh, de la langue parlée. Euh, Est-ce que vous voyez un peu, c'est pas très clair. Non, j'ai pas vraiment compris, à vrai dire. Vous voulez dire que donc, selon les régions, on a des différences de prononciation et donc, par exemple, un contraste entre sourde et sonore. Enfin, c'est-à-dire que dans une région de Turquie, on va là où on prononce des consonnes sourdes, on va les prononcer sonores. Et votre question, c'est est-ce que ça a une signification? Est-ce que c'est ça? En vrai, moi, je me dis que peut-être ce qui compte, c'est pas tellement la sonorité et sourdité ou c'est pas ça, mais c'est plutôt construire une forme avec des mêmes changements. Euh, Comment dire? C'est peut-être, c'est juste la forme qui est tellement expressive et qui n'est pas influencée par le changement des qualités et des occlusives, par exemple. D'accord, d'accord, je comprends. C'est-à-dire, vous voulez dire que dans certains cas, on maintient, malgré la différence entre sourd et sonore, il y a une structure qui reste stable. Hein, c'est ça, votre idée. Oui, Oui, parce que c'est comme ça que j'arrive à expliquer, parce que ça garde quand même, ouais. je vais dire, Oui, oui, tout à fait d'accord. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, je me demande, Xiaoxi, est-ce que vous avez testé l'opposition sourd-sonore dans votre corpus? Oui, là, Oui, je l'ai testé. d'accord. Mais je me rappelle plus les résultats. Je me, euh, j'ai l'impression qu'il y a une association entre les consonnes sonores, oui. Mais Mhm. après, je peux vous envoyer les résultats précis. D'accord. Non, non, mais ça, pour l'instant, ça va. Oui, je signale je salue d'ailleurs, j'en profite, Joël Mortensen aussi, qui est un des doctorants, et puis Katia Gidi, que je vois, enfin, qui ne s'est pas affichée, mais que je vois présente ici. Donc, je le précise pour les étudiants de master, hein, ce sont des étudiantes et des étudiants en doctorat, qui donc vont aussi plus tard vous proposer un exposé sur leur sujet. Et donc, il contribue à ce séminaire. Joël, vous voulez dire un petit mot? Oui, alors en fait, j'ai travaillé aussi sur le sujet. Et en fait, en travaillant vraiment sur l'aspect biologique,
je suis arrivé en fait à une hypothèse qui me semble intéressante. Quand on parle d'articulation, en fait, on travaille aussi sur l'énergie utilisée pour l'articulation. Donc, en fait, on va puiser dans le métabolisme du système organique. Et si je parle de violence, par exemple, si je veux choisir en fait des termes qui décrivent un personnage, si je décris un poète ou si je décris un guerrier, je vais peut-être utiliser, je ne sais pas, pour le poète, des termes qui vont rappeler des opérations internes qui sont peut-être moins percutantes, on va dire. Donc, qui vont moins mobiliser une énergie physique que, par exemple, le guerrier. Et donc, l'utilisation de l'énergie va être différente. Et peut-être aussi que dans l'articulation, euh, le, la rapidité, disons le tempo et le taux d'énergie peut être corrélé avec les opérations. Par exemple, si les opérations elles-mêmes, les opérations mentales, ont des traits particuliers, par exemple, un travail comme une opération mentale comme la rêverie va avoir des changements. Le changement mental va être beaucoup moins anguleux que, par exemple, le raisonnement, où je passe, où les étapes vont être beaucoup plus marquées. Si je suis dans la rêverie, en fait, les étapes vont être beaucoup plus vagues. Donc, le relief, en fait, de la ressource, de ce que je vais prendre dans mon métabolisme pour faire l'opération mentale, va peut-être être moins net que si j'ai une opération qui est vraiment bien découpée. Donc, j'en suis arrivé à tel résultat, j'en arrive à tel autre résultat, je progresse comme ça par étapes. Donc, il y a un découpage. Voilà. Donc voilà, en fait, je ne sais pas si... mais il y a, disons, pour synthétiser, on peut considérer qu'il y a une sorte de volume d'énergie et que les différentes opérations vont peut-être puiser différemment dans ce volume d'énergie et aussi le rythme et le tempo va être différent. Donc, en gros, il y a quelque chose à rechercher de ce côté-là, à mon avis. Voilà. Oui, c'est possible. Si on cherche un petit peu les soubassements et les rapports avec ce qui conditionne les opérations mentales, c'est probablement que l'idée enfin, le contraste entre force, férocité d'un côté, douceur, douceur de l'autre, par exemple, serait corrélé à une différence entre haute énergie, faible énergie. Et ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, je trouve, c'est aussi qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est dans l'ordre de la précision. Donc, quand vous disiez on découpe les opérations mentales, qui serait du coup du côté de la force. Et ça ajoute une sorte d'équivalence. Ce qui me frappe aussi, tout de même, dans cette distinction, c'est que c'est une question que je me pose là, hein, en y pensant, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer du coup, quand on fait apparaître comme ça, grâce à l'analyse phonosémantique, quand on fait apparaître des contrastes sémantiques du type violence-douceur, par exemple, ou force, force, c'est pas opposé tellement à faiblesse, hein, c'est force-absence de force. Parce que l'absence de force, c'est pas forcément de la faiblesse. Est-ce qu'on est-ce qu'on ne toucherait pas à des sortes de primitives sémantiques quand même? Est-ce que du coup, l'analyse phonologique ne nous donnerait pas accès à ce qu'il pourrait y avoir de plus fondamental dans ce qui structure les significations dans une culture donnée, hein, ou pour l'être humain en général, si la chose est généralisable.
Bon, voilà, ça peut être une question effectivement tout à fait intéressante à examiner. Voilà, est-ce que vous avez d'autres remarques, questions? Je vois qu'il y a aussi Sabrina Arabe là, qui nous a fait son exposé la dernière fois sur Hinton et enfin sur le symbole, sur la notion générale de symbolisme phonétique. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. La séance est un petit peu plus courte que prévu, mais je pensais que l'exposé durerait un petit peu plus longtemps, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. De toute façon, on sait bien qu'on ne peut pas passer trop longtemps devant les séances Zoom. Alors, je vous rappelle hein, que vous n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour, au cas où vous ayez des questions sur vos mémoires. Hein. On peut, soit on traite le problème par mail, soit on prend un petit rendez-vous par Zoom et on résout le problème en discutant. Je peux bien entendu répondre à vos questions comme ça assez globalement, mais j'y pense là parce qu'il y a Sabrina. Je n'ai pas le temps de corriger tout dans le détail, de corriger vos textes en vous disant, en faisant tous les commentaires, parce que évidemment, c'est absolument impossible pour moi, compte tenu du nombre de textes, de thèses que je reçois, que j'ai à lire. C'est absolument inimaginable pour moi de pouvoir corriger tout, comme ferait un professeur de français, par exemple, avec une rédaction. Il faut vous douter, j'ai des doctorantes et doctorants, donc c'est à chaque fois des centaines de pages, plus tous les mémoires, plus tous les petits travaux. Donc on ne peut pas, si vous voulez, corriger tout dans le détail, mais on peut vous donner des indications générales pour que vous puissiez par vous-même vous améliorer. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention et de votre présence à ce séminaire. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Je n'ai pas vérifié qui parle la semaine prochaine. Ah, c'est vous? D'accord. Nuquette, bon, bah, très bien. Donc, vous pouvez nous dire un mot de ce que vous allez dire? J'ai pas compris. C'est à cause de Je voulais dire, connexion. pardon, je voulais dire, vous pouvez nous annoncer quel va être le sujet de votre exposé? Non, pardon. Alors, peut-être que mon micro n'a pas fonctionné. Je disais, Nuquette, vous pouvez nous annoncer quel sera le titre de votre exposé? Non, mon micro ne fonctionne pas? Si, votre micro fonctionne très bien. D'accord. Alors, je pense que c'est Nuquette qui doit avoir un problème de connexion, en effet. Bon, elle va nous parler des idéophones en turc, en fait, hein, et du problème général des idéophones, qui est un sujet tout à fait intéressant pour nous, parce que c'est une catégorie, enfin, quand je dis pour nous, je veux dire en France, quoi, enfin, pour la linguistique française et pour la linguistique générale à partir du point de vue français, parce que c'est une catégorie qu'on n'utilise pas en français, les idéophones. Hein. C'est une catégorie qui existe dans d'autres langues, dans des langues africaines, en japonais, et puis notamment en turc. Donc, c'est un cas particulier de symbolisme phonétique, avec un type de mot, et c'est cela dont on va parler la semaine prochaine. Voilà, eh bien écoutez, merci encore pour l'exposé, Xia aussi, très intéressant, et merci à toutes et à tous de votre présence, et je vous dis donc à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne année chinoise. Ah oui, c'est vrai. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.